D'abord, bienvenue à toutes et tous et merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce webinaire ce soir. Euh, Nous interrogions sur le meilleur moyen de partager de l'information sur le projet, la proposition que porte l'UPO et donc le SFDO à travers l'UPO. Et nous nous sommes dit que peut-être que le webinaire était une façon facile et efficace pour contacter et échanger de l'information. C'est pour nous un peu une première, hein, même si on a participé les uns et les autres à différents webinaires, mais organiser comme ça un webinaire un peu structuré, c'est une première. Alors, juste deux ou trois éléments d'organisation. Je vais vous présenter ce projet. Je pense que j'en ai pour une petite demi-heure. Il y a une bonne vingtaine de diapositives. Euh, donc pendant ce temps-là, on n'ouvre pas les questions. Donc je vous propose de noter vos questions au fur et à mesure. Et puis éventuellement de les mettre dans le chat ou de les mettre ensuite dans le chat, peu importe. L'idéal étant effectivement qu'on puisse avoir vos questions par écrit, de manière à ce que Anaïs, qui est là et que je salue au passage, puisque c'est la secrétaire générale du syndicat, je ne sais pas encore qui d'autre du conseil d'administration du syndicat est arrivé, mais bon, en tous les cas, s'il en est qui sont arrivés, je les salue également. Et je les remercie pour leur engagement constant euh, pour une œuvre collective. Et donc, Anaïs, qui est là et qui a organisé la partie technique de la réunion, prendra les questions dans le chat, essaiera d'en faire une synthèse, les modérera éventuellement, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Mais le plus efficace, comme on est à peu près une centaine de personnes prévues ce soir, le plus efficace étant effectivement que vous posiez vos questions par écrit. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est le fruit d'un travail qu'a mené l'UPO. UPO pour Unité pour l'ostéopathie que je vais présenter juste après. C'est une proposition, c'est-à-dire que c'est une proposition qui a été faite au pouvoir public il y a maintenant près d'un an, qui est le fruit d'une réflexion qu'on va développer ensemble. C'est une proposition plutôt accueillie avec intérêt par l'administration, mais on est vraiment au début d'un hypothétique parcours qui nous mènera soit à la création de cette API, soit à rien, parce qu'on ne connaît pas l'avenir et parce qu'on vit une période d'instabilité politique. En tous les cas, voilà, nous, c'est ce que nous mettons sur la table depuis presque un an, dans l'idée d'apporter à la profession un cadre structurant qui puisse lui permettre d'évoluer et de prospérer pour les années qui viennent. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive d'introduction et comme je viens de le dire, c'est un projet porté par l'UPO. Hop. Alors, si ça voulait défiler, ce serait bien, mais ça ne veut pas. Voilà. C'est un projet qui est porté par l'UPO. Alors, l'UPO, qu'est-ce que c'est? L'UPO, c'est une fédération. Au départ, c'était un groupe informel qui s'est créé en 2012 quand Marisol Touraine est arrivée aux affaires et qu'elle a décidé d'engager des travaux de réforme de la formation des ostéopathes et de réforme aussi du système d'agrément des écoles d'ostéopathie. Et donc à cette époque-là, Djilali Hanan, qui était son conseiller, qui avait reçu à l'époque, je crois, 63 délégations d'ostéopathes, nous avait clairement indiqué que si on voulait avancer, il fallait qu'on se fédère et qu'on porte un projet commun et non pas 63 projets. Donc c'est à ce moment-là que nous avons créé l'UPO, que nous avons porté sous les fonds baptismaux officiels, c'est-à-dire dont nous avons déposé les statuts en 2017. Donc depuis 2017, l'UPO est une fédération, c'est-à-dire une association d'associations et de syndicats dûment enregistrée, dont je suis par ailleurs le président. Comme vous voyez sur votre écran, l'UPO rassemble, outre le SFDO, le SNOS, qui est le syndicat des ostéopathes du sport, la FEDEO, qui est la Fédération des étudiants. Je crois que nous avons quelques étudiants ce soir. La CEROP, qui est la Société européenne de recherche en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Et puis la FNESO, qui est la Fédération nationale de l'enseignement supérieur en ostéopathie. Nous venons, enfin, une association de patients vient de se créer, qui a pour objectif de nous rejoindre, enfin de rejoindre également l'UPO.
Et puis nous travaillons par ailleurs à la création d'un fonds de recherche pour la recherche, de manière à apporter des financements à la recherche scientifique en ostéopathie. Donc, si on fait un rapide constat de là où est la profession aujourd'hui, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une profession qui a un succès considérable auprès des patients. Et je crois, sans grand risque de me tromper, que l'ostéopathie française, avec plus de 25% des Français qui viennent la consulter chaque année, a le plus grand succès auprès de la population au monde. Et donc, on peut dire que les ostéopathes répondent véritablement à l'attente des Français en matière de soins, à tel point que ils ont conquis 3,5 millions de nouveaux patients depuis 2019, ce qui veut dire que elle progresse toujours, cette profession en France. Elle ouvre de nouveaux horizons. Et donc, elle se porte bien. Alors, évidemment, il y a des questions démographiques qui sont posées, hein, et qu'on lit beaucoup sur les réseaux. Mais aujourd'hui, le nombre de Français qui viennent nous voir continue d'augmenter et continue de venir voir les à peu près 20 000 ostéopathes exclusifs, un peu moins de 20 000 ostéopathes exclusifs. Et puis également, il faut aussi le prendre en considération, les ostéopathes également médecins, également kinésithérapeutes, également sages-femmes, etc. C'est important de rappeler que tout ceci se fait dans un coût nul pour la sécurité sociale et que le seul coût que notre profession génère aujourd'hui est un coût qui est supporté par les mutuelles qui remboursent les soins partiellement d'ostéopathie à peu près 2 tiers de nos patients. C'est une profession de la santé réglementée. Alors, le là de la santé est important puisque ce n'est pas une profession de santé au sens du code, évidemment. Je crois que tout le monde le sait et l'a compris aujourd'hui. Mais c'est une profession de la santé au sens du droit européen et là-dessus, il y a pas d'ambiguïté. Puis elle est réglementée. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une loi cadre que tout le monde connaît, hein, c'est la loi 2002. Il y a des décrets qui définissent les conditions dans lesquelles les ostéopathes doivent s'enregistrer auprès de l'autorité compétente, l'ARS. Il y a un décret sur les actes et les compétences des ostéopathes qui en font une profession de première intention. Le référentiel de formation est très détaillé, très précis et très ambitieux. Les conditions d'agrément des écoles d'ostéopathie sont également définies par décret. Il existe par ailleurs un autre décret qui définit le partage, hein, les conditions dans lesquelles les ostéopathes peuvent partager les informations médicales avec d'autres professions. Une loi sur une obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle, une autre loi qui interdit le fait pour un ostéopathe de tirer des avantages en nature ou en espèces à la suite de conseils de produits de santé. Et puis enfin, il y a une déontologie qui a été normalisée par la FNOR en 2021, qui est le fruit d'un travail de consensus organisé par la FNOR et très très majoritairement initié et financé par l'UPO. C'est vraiment un projet qu'on a mené et dont on est fier. Alors ça, c'est pour tout ce qui est très positif et qui montre qu'on est une profession quand même qui a une vraie réglementation. Et je voudrais dire ici qu'on tient à la réglementation. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette précision. C'est aussi une profession qui a des fragilités. On va en lister quelques-unes. La question des diplômes étrangers, puisqu'aujourd'hui, en fonction de l'ARS auprès de laquelle des personnes qui ont un diplôme étranger cherchent à s'enregistrer, selon l'ARS contactée, le résultat peut être très différent. Il y a des ARS où il est facile avec n'importe quel diplôme d'obtenir un enregistrement, puis des ARS qui sont beaucoup plus exigeantes. Donc ça, c'est une vraie difficulté parce qu'on a une réelle inégalité de traitement en fonction des régions françaises. On a un système d'agrément des établissements de formation qui est mal contrôlé aujourd'hui, qui n'est pas satisfaisant, et l'épisode de 2021 le rappelle avec force. Donc on a un système d'agrément des écoles qui aujourd'hui est très fragilisé, avec une jurisprudence qui s'est accumulée au fil des recours contentieux qui se sont passés depuis 2015 en fait, hein, parce que les premiers recours contentieux sont arrivés en 2015, provenant d'établissements qui n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Une fragilité aussi parce que l'agrément est délivré uniquement sur la base d'une déclaration et donc il n'y a pas de contrôle réalisé sur site.
dans les écoles pour vérifier que le dossier correspond bien, le dossier d'agrément déposé par l'établissement de formation auprès du ministère de la Santé correspond bien à ce que l'établissement pratique au quotidien. Et puis, on a toujours l'aléa politique, puisque l'agrément, il est délivré par le ministre en charge de la Santé, sur la base d'un avis qui est rendu par la Commission consultative nationale de l'agrément. Mais ce n'est qu'un avis consultatif. Par conséquent, le ministre est libre de délivrer l'agrément, de ne pas le délivrer, ou, comme on l'a vu en 2021, de revenir sur une décision initiale. Donc ça, c'est une vraie fragilité à la fois pour les établissements, pour les étudiants et puis pour les patients in fine, évidemment, euh, puisqu'on ne peut pas garantir aujourd'hui un dispositif satisfaisant et correspondant à une véritable évaluation de la formation. D'autres fragilités, hein, aujourd'hui, on a une obligation de formation continue, mais finalement, euh, le nombre d'heures, les conditions de formation, ne font l'objet d'aucune définition, pas plus que de systèmes de vérification que chaque ostéopathe se forme bien tout au long de sa carrière. Euh, Nous faisons face à une absence de déontologie opposable et donc par conséquent pas d'organe disciplinaire pour pouvoir sanctionner les éventuelles mauvaises pratiques déontologiques d'ostéopathes, pas de recommandation de bonne pratique en dépit d'une loi qui demande à ce que la HAS s'en émette. Et puis une recherche qui en France peine à se développer pour un tas de raisons qui sont à la fois financières, mais qui sont aussi structurelles et qui sont en lien avec le dispositif Jardec, qui est un dispositif qui protège les patients dans le cadre de la recherche clinique. Donc tout ça, ce sont des fragilités euh, qui potentiellement peuvent menacer l'essor, la prospérité et l'avenir de notre profession, et donc auxquelles il convient de proposer des réponses. Alors, Frédéric, qui nous écoute, reconnaîtra la statue qui est sur cette diapositive, hein, puisque c'est une statue de Nantes, euh, qui est l'éloge du pas de côté. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Je suis nantais, Frédéric est nantais. Et l'idée, effectivement, c'est de faire un pas de côté. C'est-à-dire que face à ce constat que je viens de développer, qui est un peu en demi-teinte en fait, puisqu'on a d'un côté une profession qui se porte bien, qui a un réel succès auprès de la population, puis en même temps des vraies fragilités. Il était temps de faire une proposition pour essayer d'avancer face à ces difficultés, avec un rapport de l'IGAS qui a été rendu au ministre en 2022 et publié en 2023. Rapport dont les constats sont assez partagés, notamment sur la question des fragilités sur l'agrément des écoles. Rapport quand même qui, enfin en tous les cas, c'est ma perception, porte une vision assez noire de la profession. Les constats objectifs voilà, ils sont pas très discutables, mais en même temps, quand on lit ce rapport entre les lignes, on voit que l'image de la profession auprès des pouvoirs publics n'est pas forcément très très bonne. Et puis, dans ce rapport de l'IGAS, vous avez tous vu une phrase, enfin, ceux qui l'ont lu, en tous les cas, l'ont vu, phrase qui disait euh, l'hypothèse de déréglementer ces professions pour ostéopathes et chiropracteurs, a été écartée. Et quand dans un tel rapport on voit que l'idée de déréglementer la profession a été écartée, ça veut dire qu'elle existe, cette idée, et qu'elle peut être partagée par certains acteurs des pouvoirs publics. Et donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'il est nécessaire d'exercer un meilleur contrôle sur la formation, pardon, des ostéopathes, pour toutes ces raisons, nous avons considéré que euh, l'occasion se présentait de proposer, de bâtir un projet ambitieux pour l'avenir, qui permette à la profession d'être mieux structurée et de mieux répondre à son objectif de sécurité des soins et de qualité des soins. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi pas un ordre professionnel. C'est quelque chose qui est très présent dans la profession depuis une vingtaine d'années. On a lu ici ou là des prises de position d'organisations ou alors sur les réseaux sociaux de personnes qui rêveraient que, comme les médecins, les sages-femmes, les dentistes et d'autres, les ostéopathes aient un ordre professionnel. C'est quelque chose qu'on a toujours écarté, alors à la fois au SFDO et à l'UPO, pour plein de raisons. Les principales sont les suivantes.
Euh, D'abord, il nous a toujours semblé, et je crois pouvoir dire ici, que la ligne rouge qui est la nôtre depuis très longtemps, c'est de considérer que tant qu'on va être capable de garantir des soins de qualité, tant qu'on va être capable de se centrer sur l'intérêt du patient, sur la qualité de nos soins, nous aurons toujours une marge de progression et d'évolution. Et que si nous quittons cette focalisation sur l'intérêt du patient, il y a un moment où nous risquons de perdre cette belle dynamique qui est celle de la profession. Donc, ça, c'est un premier élément, rester centré sur l'intérêt du patient. Le deuxième élément, c'est que les ordres professionnels ont un champ de compétences qui est assez étroit et qui s'est d'ailleurs progressivement réduit au fil du temps, depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, les ordres n'ont comme seule fonction que d'enregistrer les professionnels, veiller à leurs compétences via leur diplôme, qui est un diplôme universitaire en général, émettre une déontologie, veiller au respect de la déontologie avec une chambre disciplinaire, contrôler les contrats. Mais les ordres n'ont aucune compétence sur la formation continue, la formation initiale, la formation continue. Euh, et au final, l'ordre professionnel dans sa construction aujourd'hui en France ne répond pas aux enjeux qui sont les nôtres. Et puis, il y a cette question de l'entre-soi. Les ordres professionnels sont uniquement dirigés par les membres de la profession qui sont élus. Donc, il y a forcément des enjeux de nature électoraliste. Et puis, l'entre-soi n'est pas quelque chose qui favorise la dynamique, qui favorise le mouvement, et qui est plutôt de nature à parfois constituer un frein au développement d'une profession. Donc, pour toutes ces raisons-là, et aussi parce qu'il nous a semblé important de proposer un organisme indépendant qui ne soit pas uniquement lié à la profession, qui ne soit pas uniquement basé sur, gouverné par des personnes qui seraient élues, mais un organisme qui soit ouvert à des personnes extérieures à la profession, de manière à avoir la plus grande indépendance et la plus grande impartialité possible. Et donc, notre proposition à l'intention des pouvoirs publics, c'est une proposition d'API, API pour autorité publique indépendante. Des API, il en existe plusieurs en France depuis longtemps. C'est d'une manière générale, une API est d'une manière générale une entité régulatrice qui vise à réguler un secteur économique ou un secteur d'activité particulier. C'est par essence, et les API sont encadrés par une loi de 2017, c'est par essence un organisme neutre et impartial, avec un pouvoir de décision autonome. Et la fonction essentielle de l'API, d'une manière générale, c'est une fonction de garantie des consommateurs, du public, des citoyens, en fonction du champ de compétences. Et vous avez ici quelques exemples. L'autorité de la concurrence, dont la fonction, c'est de veiller aux bonnes pratiques concurrentielles et au respect des règles concurrentielles. Ben, l'autorité de la concurrence est une API. La HAS, que tout le monde connaît ici, je pense, est également une API. La CNIL, qui protège nos données personnelles, qui protège aussi notre situation face à tout l'espace numérique en matière d'information et de liberté. La CNIL est aussi l'API. Puis enfin, et ça a été assez inspirant pour nous, le Haut Conseil au Commissariat aux comptes est aussi une API. Et le Haut Conseil au Commissariat aux comptes est une API qui a été créée il y a quelques années et qui a vraiment la fonction de réguler cette profession des commissaires aux comptes. Alors, ce projet, comment est-ce qu'il est venu? Bon, déjà, je dois dire ici que l'AAI, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une AAI, est présente dans le projet du syndicat depuis 2009. Donc, c'est une idée qu'on a depuis très très longtemps, de créer une structure qui ne soit pas un ordre et qui ait un champ, un périmètre d'activité qui soit plus large qu'un ordre. Mais on ne l'a jamais développé jusqu'à maintenant parce qu'on n'a jamais considéré que c'était susceptible, qu'un tel projet était susceptible de rencontrer l'adhésion du public et des pouvoirs publics. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est présent dans le projet du syndicat depuis une quinzaine d'années, mais on ne l'avait jamais activé jusqu'à maintenant, attendant la fenêtre de tir
pour pouvoir la développer. Alors pourquoi AAI ou API? Eh bien, l'AAI, c'est l'autorité administrative indépendante, donc c'est le cousin germain de l'API. La particularité de l'API par rapport à l'AAI, c'est que le budget de l'API est indépendant et n'est pas un budget qui dépend du ministère de tutelle. euh, duquel l'API ressortit. Et donc, on a transformé cette idée d'AI en idée d'API de manière à garantir l'indépendance financière de l'API qui serait éventuellement créée par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'élément de contexte qui montre qu'on avait vraiment cette idée depuis longtemps en tête et que là, aujourd'hui, c'est temps pour nous de la promouvoir. Et puis, il y a eu l'épisode des agréments 2021, où finalement, ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz pour pas grand-chose. Pas grand-chose au final, je veux dire, en termes de résultats. Ça a généré beaucoup de frustration, beaucoup de désagréments, beaucoup de colère parfois, dans différents espaces de notre profession. De telle sorte que j'ai commencé doucement à réfléchir, et nous avons commencé doucement à réfléchir à la création de cette API. Nous avons commencé doucement à en parler, et cette idée a fait son chemin. Et puis, je l'évoquais il y a quelques minutes, la lecture du rapport de l'IGAS en 2023, avec cette petite phrase sur l'éventualité d'une déréglementation de la profession, nous a vraiment inquiétés. Euh, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cette éventualité, cette hypothèse, ce risque d'une déréglementation de la profession sans, à minima, porter un projet alternatif et un projet qui puisse permettre de continuer à avancer. Donc une temporalité qui nous paraissait favorable. Et puis je dois le dire aussi, la perception d'une forme de lassitude d'épuisement des pouvoirs publics, de l'administration qui gère notre profession, face à une vraie difficulté à la réguler dans beaucoup de ses dimensions. Alors évidemment, l'agrément des écoles, mais pas que, hein, toute cette question des ARS, des diplômes étrangers, etc., c'est aussi quelque chose qui est lourd. Euh, et donc, c'était aussi pour nous l'idée de proposer au pouvoir public quelque chose qui les dégage, qui les allège de cette lourdeur qu'ils manifestent parfois. Et donc, ça nous a conduit au sein de l'UPO à mener une réflexion et à lancer une action au mois de mai 2021 sous forme d'un document assez complet, assez détaillé, qui a été transmis aux deux cabinets santé de l'époque. Donc, vous avez la page de garde ici. Donc, c'est une initiative de l'UPO que j'ai présentée en début de propos qui a été soutenu et je les remercie ici. Alors, je ne sais pas si Marie-Hélène Sala est là ce soir ou François Lejeune, mais en tous les cas, je les remercie tous deux d'avoir soutenu ce projet, d'être venus avec nous à une réunion qu'on a eue avec l'administration au mois de septembre dernier, de telle sorte que ce projet, il est porté aujourd'hui par une base assez large de la profession. Pas unanime, hein, pas encore en tous les cas, mais il est porté par une base relativement large. La particularité de ce projet, c'est qu'il est vraiment tourné vers la protection du public. C'est-à-dire que l'idée vraiment, c'est de se décentrer des ostéopathes, de se décentrer des praticiens et de vraiment se tourner vers le public en essayant de construire un projet qui s'attache véritablement, et je le dirai plusieurs fois parce que c'est vraiment le fil conducteur, qui s'attache véritablement à garantir que, au bout du bout, le patient recevra des soins de qualité. Enfin, c'est un projet qui est autofinancé parce que dans l'état où se trouvent aujourd'hui les finances publiques françaises, il était illusoire de proposer un projet qui ne serait pas autofinancé et donc la structure même de ce projet prévoit qu'elle ne demande aucun financement public, qu'il ne demande, pardon, aucun financement public. Alors, si j'avance encore un petit peu, ce qu'il faut bien comprendre pour bien assimiler ce qu'est cette API, c'est qu'elle va bénéficier d'une délégation de mission des pouvoirs publics. Autrement dit, l'agrément des écoles, l'autorisation d'exercice, la formation continue, enfin toutes les dispositions
qui visent à réguler une profession qui, aujourd'hui, sont du ressort du ministère de la Santé, seraient déléguées à cette autorité publique indépendante qui deviendrait l'interlocuteur de l'ensemble de la profession dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois des professionnels qui devraient s'enregistrer auprès de l'API pour être autorisés à exercer, y compris lorsqu'ils sont porteurs d'un diplôme étranger, mais pas uniquement. L'API serait aussi l'interlocutrice des établissements de formation initiale et continue pour les agréments et pour les accréditations. Et puis l'API deviendrait aussi interlocuteur des patients en cas de manquement, notamment en matière de respect des normes déontologiques. Je surveille l'heure quand même que je ne sois pas trop bavard. Donc les objectifs de l'API, c'est évidemment de veiller à la compétence des professionnels, favoriser les bonnes pratiques, soutenir l'évolution, et on va voir tout à l'heure que cette API porte aussi une dimension scientifique avec un conseil, une commission scientifique, proposer une déontologie et veiller à son respect avec une chambre disciplinaire. Tout ça, ce sont les objectifs qui sont fixés dans la proposition que nous menons, que nous portons auprès des pouvoirs publics, avec des missions sur l'enregistrement des professionnels, sur l'organisation et la régulation de la formation initiale et continue, sur l'évaluation, pardon, le développement et l'innovation des pratiques et des modèles, sur les recommandations de bonnes pratiques et puis évidemment sur la déontologie avec un organigramme, puisque cette API serait une structure qui serait ambitieuse dans son périmètre et dans son organisation. Donc, un collège, des commissions, et puis évidemment du personnel administratif avec une direction et des services administratifs. Donc le collège, qui est véritablement l'organe de gouvernance de l'API, hein, c'est véritablement le centre de contrôle, le centre de décision de l'API avec un président. Et la loi de 2017 prévoit que le président est nommé par un autre président, mais de la République cette fois, qui garantit aussi une forme d'indépendance et de neutralité. Et puis dans ce collège, on a une répartition à part relativement égale entre des représentants des différents ministères. Donc là, il y a un tas d'acronymes que je vais vous développer. DGOS pour Direction Générale de l'Offre de Soins. C'est aujourd'hui les services ministériels qui gèrent notre profession, en particulier pour tout ce qui concerne l'agrément des écoles. La DGS, qui est la Direction Générale de la Santé, qui est l'autre grande direction du ministère de la Santé. L'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est l'organe qui a été à l'origine du rapport dont je parlais il y a 5 minutes. La HAS, que tout le monde connaît ici, je pense, Haute Autorité de Santé. Les ARS, qui sont les organes déconcentrés qui enregistrent les professionnels. Et puis enfin la DGCIP, qui est la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'insertion professionnelle, qui est une direction qui appartient au ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, dans ce collège, il y aurait également des représentants de la profession proposés par les organisations professionnelles officiellement représentatives, de manière à avoir cette parité dans le collège qui gouverne la pays. Donc cet API, je l'ai dit, à la fois un collège, à la fois des commissions, et ces commissions, mais il y en a plusieurs, et à chaque fois on reproduit le même mécanisme avec une forme de parité entre des représentants de l'administration des différents ministères et puis des représentants de la profession sur proposition des organisations officiellement représentatives. Donc, une commission qui s'occupe de l'enregistrement qui s'occuperait, pardon, de l'enregistrement des diplômes, une commission qui s'occuperait de l'examen des demandes d'autorisation pour les personnes qui sont titulaires d'un diplôme étranger, une commission sur les demandes d'agrément d'établissement de formation initiale, demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, une commission au sujet du DPC, hein, pour développement professionnel continu, une commission scientifique, puisque, il est prévu que cette API puisse disposer d'un budget susceptible de financer, soutenir la recherche scientifique en ostéopathie. Une commission évidemment budgétaire et comptable, hein, puisqu'il faut que cette API soit gérée de ce point de vue-là aussi. Une commission déontologique et puis enfin une chambre disciplinaire. Une direction administrative qui va reprendre peu ou prou les mêmes thématiques que celles que je viens de développer, hein. Donc, j'ai envie de dire à chaque commission son service administratif de manière à ce que l'ensemble des missions
de cet API soient correctement soutenus par des personnels compétents et surtout disponibles. Avec enfin un financement, donc je vous l'ai dit, hein, l'API serait autofinancé. Autofinancé, ça veut dire que les professionnels devraient payer une redevance annuelle. Les établissements de formation devraient également payer à la fois une redevance annuelle et puis ensuite une redevance exceptionnelle chaque 5 ans quand il s'agira de renouveler l'agrément de l'établissement. Une redevance financée également par les établissements de formation continue. Et puis enfin, une redevance payée par les candidats à la reconnaissance de leur diplôme étranger. Donc, cet ensemble de ressources financières permettent de constituer un budget qui devrait permettre, sans trop de difficultés, d'assurer les missions qui seraient fixées à cette API. Donc, en synthèse, cette API en fait serait gouvernée de manière paritaire entre des personnes extérieures à la profession et puis des personnes représentant la profession. Et ce paritarisme euh, permet à la fois de garantir une neutralité, une impartialité, et puis ce paritarisme permettra aussi de garantir et d'assurer que l'objectif de l'API restera résolument orienté vers l'intérêt des patients, parce que, encore une fois, la vision que nous portons est celle tant que les patients vont être satisfaits des soins et recevront des soins de qualité, notre profession prospérera. Et le jour où ce ne sera plus le cas, effectivement, nous pensons que notre profession sera en difficulté. Il y a vraiment un très fort tropisme de cette API vers le patient, et ce tropisme se retrouve dans la gouvernance à tous les niveaux de cette API. Donc je l'ai dit, hein, tous les acteurs sont nommés par le président de l'API, bon, en dehors du président du collège qui lui serait nommé par le président de la République, mais les acteurs des commissions seraient nommés par le président de l'API. Le périmètre de l'API, nous semble-t-il, couvre l'ensemble des enjeux auxquels notre profession fait face aujourd'hui, tant dans les dimensions d'enregistrement, d'agrément, de formation, etc. Elle serait, enfin, l'évolution réglementaire qui permettrait d'asseoir l'API sur quelque chose d'ambitieux requerrait également, au-delà de la loi qui créerait l'API, une évolution réglementaire, notamment pour ce qui concerne la formation, l'agrément, etc. Donc il y a finalement une forme de nécessité d'un double pas, d'un double mouvement, c'est-à-dire à la fois une loi qui crée l'API et en même temps une évolution réglementaire. Tout ça nous semblant être la garantie d'une meilleure pérennité et d'une meilleure prospérité de la profession et surtout un vecteur de qualité des soins pour les patients. Donc, au final, nous voyons ça comme un projet structurant pour la profession, une réelle indépendance des aléas politiques, euh, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la dimension politique peut rester forte dans la gestion de la profession. Une structure qui serait ouverte à d'autres que les ostéopathes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très dynamisant si les pouvoirs publics décident d'avancer sur ce projet. Et une composition des différentes structures de l'API qui garantirait compétence et neutralité. Donc voilà ce que je voulais vous dire de manière assez rapide, hein, parce que je ne voulais pas y passer non plus toute l'heure, de façon à laisser la place aux questions des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire de manière assez rapide pour que vous compreniez les grandes lignes de ce projet que la profession, via l'UPO et le SFDO, porte auprès du ministère de la Santé. Euh, Encore une fois, ce n'est qu'une proposition, donc à ce stade, ça peut prospérer, ça peut avancer ou ça peut s'arrêter. Mais nous pensons vraiment que c'est quelque chose de nature à répondre aux questions posées aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, merci pour toutes vos questions, en tous les cas. Donc, j'ai une question. Donc, bonjour, je ne comprends pas la différence avec un ordre, même si Monsieur Starlingo a essayé de parler de pouvoir limiter les ordres. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des API pour des professions aussi petites que la nôtre? Je ne vois pas quel intérêt le président de la République peut avoir pour nous, pour savoir qui nommer, et cela ne rend pas du tout indépendant les aléas politiques, au contraire. De Madame, donc, Maïté. Alors, différence entre une API et un ordre, c'est que les missions des ordres est de veiller
à l'honneur et à la dignité de la profession. Et donc l'ordre, il est très orienté profession avec une vocation de la protéger. Et l'ordre, il a comme dispositif de gouvernance un dispositif qui est appuyé, qui est posé sur l'élection des dirigeants. L'ordre des médecins est dirigé par des médecins qui sont élus par les médecins de telle sorte que on ne peut pas échapper à des dimensions électoralistes, évidemment, dans la gestion des ordres. Et les médecins ont naturellement une tendance. Alors, je parle des médecins, mais on pourrait parler d'autres professions, hein. Je prends un exemple. Et donc, les médecins qui gouvernent l'ordre ou les kinés qui gouvernent l'ordre des kinés ont une propension naturelle, et je trouve que c'est assez flagrant aujourd'hui, à vouloir jouer un rôle assez confus entre celui d'un syndicat qui protège une profession, qui défend une profession, et celui d'un ordre qui devrait avoir une dimension de nature plus élevée, j'ai envie de dire, à l'égard du patient. Donc là, il y a vraiment une différence à la fois dans la manière de nommer les dirigeants, dans le fait que l'ordre est uniquement dirigé par des professionnels et non pas par un mélange, un paritarisme entre la profession et puis des personnes extérieures, ce qui garantit d'orienter les missions de la structure vers l'intérêt du public. Donc ça, c'est vraiment deux différences qui sont essentielles. Enfin, troisième différence, les ordres, je l'ai dit, n'ont pas de périmètre qui soit plus large que celui de l'enregistrement des praticiens, d'une part, et la gestion de la déontologie. Donc, ça ne répond pas à nos enjeux. Enfin, j'ajouterais, et ça c'est un commentaire plus personnel, qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne veulent plus créer de nouveaux ordres. C'est-à-dire que, ils ont l'expérience des ordres déjà existants, et au fond, ils n'en veulent plus. Donc, il faut proposer autre chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais au fond, on a fait un peu le tour des principales différences entre les deux structures. Et Ça la répond à la deuxième question? partie de la question, excusez-moi, c'était ma question. C'était est-ce qu'il existe des API pour des petites professions? Parce qu'au final, on a une petite profession. Et parce que le président de la République, techniquement, il n'a pas qui va nommer pour nous si on est petit, on va dire. Alors, oui, merci, j'avais oublié la deuxième partie. Euh, Pardon pour l'oubli. Alors, on n'est pas une si petite profession que ça, et ça pose tout de suite la question du périmètre. C'est-à-dire, est-ce que l'API concernerait uniquement les ostéo-exclusifs ou est-ce qu'elle concernerait l'ensemble des ostéopathes? Là-dessus, j'ai un point de vue. Si on considère l'ensemble des ostéopathes, on parle de près de 40 000 personnes quand même. Donc, c'est pas si petit que ça. Il y a pas 40 000 commissaires aux comptes en France, hein. Je n'ai pas leur effectif, mais on est plutôt autour de 10 000 maximum. Donc les commissaires aux comptes, ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Puis, voilà, on n'est pas une petite profession. Si on compare, les kinés sont 100 000, les dentistes sont 45 000 ou 50 000 de mémoire. Donc, on n'est pas une petite profession. La question de l'intérêt pour le président de la République, en réalité, la manière dont les choses se passeraient si cet API était créé, c'est que le projet serait construit, une loi serait votée, des discussions se développeraient, et vraisemblablement, l'administration proposerait au président de nommer quelqu'un qui aurait été choisi par l'administration. Donc, factuellement, formellement, c'est effectivement bien le président de la République qui nomme le président du collège de l'API, mais dans les faits, c'est quelque chose qui sera le fruit d'une concertation. Ça répond cette fois à ta question? Et la fin de la question, c'était du coup, ça ne protège pas des aléas politiques. Alors si, quand même. Si, si, ah, si, 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 parce que euh, une fois que le président est nommé et que l'API est en place, elle est autonome financièrement. Elle ne subit pas les influences politiques potentiellement électoralistes. Elle ne subit pas le député qui va voir le ministre, pardon, de la Santé à la fin d'une session de l'Assemblée pour lui dire, écoute, là vraiment, il y a un problème, il faut que tu le résolves. On n'est pas là-dedans, on est dans véritablement une structure pleinement autonome. Donc on est très très à l'abri, en tous les cas beaucoup plus à l'abri des aléas politiques que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Ok, merci. Ensuite, une question concernant plus les patients. Dans cette perspective de la place centrale du patient, avez-vous envisagé la possibilité d'une participation des patients dans les structures de gouvernance de l'API? Merci beaucoup pour ce commentaire. Mm. Euh, Évidemment, oui.
il y a une vraie logique à ce qu'on intègre des patients dans les différents organes de gouvernance. Peut-être pas tous, mais en tous les cas, dans une partie des organes de gouvernance de la pays. Et évidemment, ça va de soi. Avec une difficulté toutefois, c'est que il est toujours, parce qu'il y a plein de dispositifs aujourd'hui en France qui recourent à des patients à titre consultatif ou délibératif, et ces structures ont toujours du mal à trouver des patients qui viennent siéger. Mais dans le principe, évidemment, oui, ce serait tout l'enjeu. Concernant une autre question, comment sera assurée la représentativité démocratique de cet API et donc quelle plus-value par rapport à aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, c'est pas un ordre, et donc il n'y a pas d'élection. Et donc, la gouvernance, elle est nommée par le président du collège. Elle serait nommée par le président du collège, euh, avec une parité entre personnes de l'administration, donc des hauts fonctionnaires d'une part, et d'autre part des personnes de la profession qui seraient proposées aujourd'hui par les deux syndicats qui sont officiellement représentatif, ce qui veut dire quoi? En clair, ça veut dire que si la profession veut continuer à être représentée au sein de cet API, eh ben, il va être nécessaire qu'elle se rassemble autour des syndicats officiellement représentatifs de manière à ce que, ils puissent continuer à proposer des personnes. Donc il y a vraiment, enfin bon, on le dit, on le redit, on le répète, il y a vraiment une impérieuse nécessité que les ostéopathes prennent conscience que cette profession, c'est la leur et que personne ne va la défendre à leur place. Et que si les professionnels désertent les organisations comme Samuel Hock l'évoquait en début de séance, il y a un moment où s'il n'y en a plus personne pour défendre la profession, ben on ne la défendra plus. Et si on n'a plus de moyens pour le faire, on ne le fera plus non plus. Donc là, il y a un principe de réalité. Il y a peut-être un mur qui est devant nous. C'est que le jour où Ostéopathes de France, que je salue au passage, et le SFDO tomberont en dessous des 5% d'effectifs de la profession, bah, qui va nous défendre? Une prochaine question de Monsieur Bull. L'État limite-t-il le nombre d'API dans le paysage institutionnel français? Et il nous remercie pour la présentation, comme Monsieur Chami. Alors, non, il n'y a pas de limite quantitative sur le nombre d'API. Euh, il y en a un implicite sur le nombre d'AI, puisqu'elles sont en général pas autofinancées, et l'État évite de créer de nouvelles dépenses. Donc, si on proposait une API qui ne serait pas autofinancée, on n'aurait aucune chance de succès. Dans la mesure où on vient avec un projet autofinancé, déjà, on a levé un obstacle. Frédéric a levé la main. Oui, il avait une question. J'énonce sa question. En tous les cas, je ne sais pas si ça a un lien. A-t-on déjà une idée du montant de cotisation de cet API pour les professionnels? Oui, alors on a fait une proposition de budget à 200 euros par an, 100 euros les 3 premières années de mémoire, le temps de laisser le temps aux professionnels de monter en puissance économique. Et sinon, on serait à 200 euros par an. Mais dans le budget prévisionnel, encore une fois, tout ça peut changer, peut évoluer. Si le gouvernement est intéressé par la proposition, eh bien, des discussions auront lieu et au cours desquelles le projet qu'on a initialement proposé peut bouger, évidemment. Et il bougera d'ailleurs, c'est même pas il peut, il bougera. Mhm. Alors, prochaine question. Euh, Quel est le projet concret sur la régulation des écoles et des ostéopathes diplômés? Alors, on parle de régulation de nombre? Je pense. Régulation des écoles, ouais, et des ostéopathes, je pense que oui. Ok. Alors, il y a une très forte volonté de la part de la profession, alors, pas unanime, mais assez répandue quand même, de limiter le nombre de diplômés annuels, qu'on évalue aujourd'hui à 1700, 1600 en fonction des années. Donc, une partie de la profession est très demandeuse d'une régulation professionnelle, d'une régulation démographique. Les pouvoirs publics et l'IGAS expriment aussi une volonté de limiter le nombre de diplômés annuels. Euh, je vais vous dire ce que je dis souvent quand on m'interroge sur la question. Il y a 20 ans, on a tous milité très fortement, on a même manifesté pour ça, pour instaurer un numerus clausus. On n'a pas obtenu gain de cause et je vais vous dire pourquoi. Euh, mais si on avait obtenu gain de cause à l'époque et qu'on avait fixé par exemple une limite
et si on était aujourd'hui 7000 ostéopathes exclusifs, par exemple, euh, l'ostéopathie n'aurait pas le succès qu'elle rencontre. Parce que le constat qu'on fait, c'est que plus on a formé d'ostéopathes et plus on a formé d'ostéopathes compétents, et plus on a augmenté le nombre de patients d'ostéopathes, de telle sorte que euh, le besoin de soins a suivi l'offre de soins. Si on compare avec le Royaume-Uni, où l'ostéopathie est reconnue depuis 93, donc ça fait maintenant 32 ans, euh, et où ils ont à peu près 5000 ostéopathes, là où nous avons 25% des Français qui viennent nous voir chaque année, les ostéopathes anglais sont plutôt entre 2 et 4%, avec des écoles qui n'arrivent plus à recruter de nouveaux étudiants parce que la profession n'a pas beaucoup de succès. Alors, il y a plein de raisons. Il y a aussi le Brexit. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les écoles anglaises sont un peu en difficulté. Euh, et à tel point que l'effectif des ostéopathes anglais est en train d'amorcer une décroissance. Et il n'y a rien de pire pour une profession que d'amorcer une décroissance. Donc, sur le fond, je pense qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution la question du numerus clausus, puisque c'est une façon de le dire. Euh, et je reste convaincu que si nous formons des ostéopathes compétents, qui vont être capables de repousser toujours plus loin euh, le champ thérapeutique de la médecine ostéopathique, je pense qu'on a encore un potentiel de progression. Ça, c'est, voilà, je pose ça là parce que je comprends qu'on puisse avoir envie de limiter le nombre de nouveaux ostéopathes. Je comprends qu'on puisse éprouver des difficultés économiques, et il y en a. Euh, mais attention aux fausses bonnes solutions. Maintenant, d'un point de vue plus légal, la raison pour laquelle on n'a pas obtenu gain de cause en 2005-2006 sur un numerus clausus, elle est liée au fait que en Europe, le principe qui prévaut, c'est le principe de la liberté d'entreprendre. Et ça, c'est un principe qui est vraiment très très important. Toutes les écoles d'ostéopathie sont des écoles privées, donc des sociétés commerciales, qui sont donc des entreprises. Le droit européen prévoit quand même des dérogations à cette liberté d'entreprendre. Et ces dérogations peuvent être accordées lorsqu'un motif impérieux d'intérêt général peut être évoqué, peut être soulevé. Et parmi les motifs impérieux d'intérêt général qui sont listés par le droit européen, il y a notamment le fait pour une nation de veiller à la préservation de l'équilibre des comptes sociaux, autrement dit des comptes de la Sécu. Et ce qui a permis à l'État français de limiter le nombre de médecins, de limiter le nombre de kinés, de sages-femmes, etc. dans le temps, c'est parce que ces professions ont des actes remboursés par l'assurance maladie, et que donc, plus on forme de professionnels et plus on augmente les dépenses d'assurance maladie. En tous les cas, c'était le raisonnement initial des pouvoirs publics, et que pour limiter cette inflation des dépenses de santé, il y avait un mécanisme simple qui consistait à diminuer le nombre de nouveaux praticiens annuels. Nos soins ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, de telle sorte que l'État français, même s'il le voulait, et c'est l'analyse juridique qu'on fait, alors je suis toujours intéressé par une autre analyse, mais je n'ai pas encore trouvé d'autre, l'État voudrait bien limiter, mais il se confronte à cette difficulté, et on se confronte tous à cette difficulté, qui est que dès qu'on on limite la liberté d'entreprendre d'une école, on la met en situation de contester cette limitation, et elle disposerait potentiellement d'arguments pour obtenir gain de cause devant un tribunal. C'est ça la difficulté en fait. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une dizaine d'années, on agit plutôt sur le levier qualitatif, de manière à avoir des critères d'agrément d'école qui soient exigeants et qui, de facto, limitent l'expansion des écoles, parce qu'il y a un moment où, de toute façon, les critères sont tellement exigeants que les écoles ne peuvent pas grandir indéfiniment. Et puis, je vais ajouter un dernier élément, c'est que depuis 2 ou 3 ans maintenant, quand même, on commence à assister à une diminution du recrutement en première année dans les écoles. Et donc, on est au début d'une décroissance de la demande d'étudiants en école d'ostéopathie. Et ça va être pour nous un véritable enjeu que d'être capable d'accompagner cette décroissance de manière à faire en sorte de garantir que la formation reste de qualité. Donc ça, c'est véritablement un enjeu. Parce qu'une école qui décroît en effectif, c'est une école dont les moyens diminuent et qui peut être à un moment ou à un autre en incapacité de bien former ses étudiants. Donc là, il y a potentiellement pour nous un enjeu à venir. J'espère avoir répondu à la question.
Eh bien, prochaine question, c'est concernant la composition de l'API et notamment ton rôle à ce sujet. Seriez-vous prêt, initiateur du projet, si acceptation du dossier dans cette structure, ayant pour but de réguler que vous n'occupez aucun poste dans cette future structure? Et si oui, est-ce que du coup d'autres personnes pourraient y être, notamment des jeunes professionnels hors d'associations et syndicats syndicats précaires, plus précaires, on va dire, voilà. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. La question, c'est est-ce que je veux être président de la structure, c'est ça? Non, c'est si tu, comment dire, je te la relis entièrement. Seriez-vous prêt, initiateur du projet, si acceptation du dossier, dans cette structure ayant pour but de réguler, que vous n'occupiez aucun poste dans cette future structure? Si oui, comment assurez-vous le libre et égal accès de tous les ostéopathes à postuler à ces postes régulateurs et à voter équitablement pour ces postes à responsabilité, notamment aux personnes non syndiquées, comme les jeunes hors asso, voilà. Alors, dès que ce projet va prospérer, s'il prospère, encore une fois, tout ça, c'est du conditionnel. Mais si ce projet prospérait, de toute façon, alors, je suis l'UPO et initiatrice du projet, j'en suis le porte-parole, mais je n'en suis pas l'initiateur personnellement. Euh, Si ce projet prospère, de toute façon, on perd le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde se l'appropriera, l'administration, les pouvoirs publics, le ministère, d'autres syndicats de la profession, et ça va devenir un projet collectif. Et donc, c'est plus un lingot qui va être au début de ce projet, à la fin de ce projet, au milieu de ce projet. Et la question de savoir qui va animer ce projet, qui va y travailler, elle se posera de manière bien plus tardive. J'ai aucune raison ni de vouloir avoir une ambition particulière dans ce projet, ni non plus de vouloir ne pas y aller. Et si je peux contribuer à ce que ce projet soit un succès, je le ferai avec grand plaisir. Mais rassurez-vous, hein, j'ai pas le décompte exact dans la tête, mais des ostéopathes dans la structure de gouvernance, il y en aura certainement une cinquantaine. Donc il y aura de la place quand même de manière très large pour différentes sensibilités, avec toujours, mais je le rappelle quand même, hein, cette notion d'organisation représentative qui seront chargées de proposer des personnes. Donc ça passera par les syndicats de la profession, de toute façon. En tous les cas, dans le système de république représentative qu'on a aujourd'hui en France. Ça ramène à une question qui est un petit peu plus bas, qui est surtout toujours sur la composition de l'équipe. Et notamment, donc, on risquerait de se retrouver avec la présidente de l'ordre des kinés comme interlocuteur ou des personnes décidant de cet API. Donc, du coup, bah, voilà. Non, 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 non. Enfin, la présidente de l'Ordre des Kiés, je suis convaincu que tout le monde l'aime beaucoup ici. Non, non, il n'y a aucune chance qu'elle se retrouve présidente. On serait plutôt sur un profil haut fonctionnaire. Et puis, si je vous donne mon point de vue, moi, je verrais bien un IGAS, président de cet API. Ça aurait du sens. C'est-à-dire mettre quelqu'un de l'Inspection générale des affaires sociales à la tête de l'API, je trouve que ce serait cohérent. Une autre question. Quel est le processus administratif aboutissant à la création d'une API? Alors, ce n'est pas un processus administratif, c'est un processus législatif. C'est le Parlement qui votera une loi pour créer l'API. Et le Parlement votera une loi qui sera proposée par le gouvernement. Donc, ce sera un projet de loi qui sera préparé à l'issue, qui serait préparé, encore une fois, voilà, à l'issue d'une phase de concertation et de discussion entre le ministère et les représentants de la profession. Donc on est vraiment sur un processus de concertation, de coopération. Et puis une fois qu'il y aura un accord sur le périmètre de cette API, sur sa construction, à ce moment-là, un projet de loi sera rédigé, soumis au Parlement, qui votera ou qui ne votera pas. Une autre question sur, on va dire, la crédibilité de l'API. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'API avec un périmètre restreint à l'exercice d'une profession ciblée. En quoi l'API est le bon support pour le projet que vous portez? Celles en place ont-elles vocation à avoir des prérogatives régulatrices de profession que vous indiquez, qui sont davantage dévolues à une association ordinale, comme ça a été dit? Est-il vraiment probable qu'une API voit le jour plutôt qu'un ordre? Alors je vais prendre la question à l'envers. La probabilité qu'un ordre voit le jour est nulle. Et là, je vais être très clair. C'est-à-dire que si demain on va voir les pouvoirs publics en disant on veut créer un ordre, c'est fin de partie. Ce qui intéresse les pouvoirs publics, c'est justement le caractère novateur de ce qu'on porte, qui n'a jamais été expérimenté encore dans une profession de santé ou de la santé.
et ils trouvent ça intéressant dans la construction. Alors, je sais plus tous les éléments de la question en tête parce qu'elle était assez longue, et Oui, merci de faire des questions courtes parce que sinon je vais m'y perdre. et Mais j'ai demandé. Ouais. je veux bien que vous la répète. Ouais. Il n'existe pas du coup, à ma connaissance, d'API avec un périmètre restreint à l'exercice d'une profession ciblée. En quoi l'API est le bon support pour que le projet, Oui. voilà, pour le projet que vous portez? Euh, je te laisse peut-être Alors, déjà parler. oui, alors, en quoi l'API est le bon support? Bah, en fait, il n'y a pas 36 000 supports. C'est-à-dire, soit on reste dans le statu quo, c'est-à-dire un ministère de la Santé qui gère l'agrément des écoles, qui ne gère pas la formation continue, qui ne gère pas la déontologie, et des ARS qui gèrent l'enregistrement des praticiens, mais qui a beaucoup de difficultés avec les diplômes étrangers. Donc, soit on reste dans le statu quo, et ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Et ça marche tellement pas que l'administration aujourd'hui est relativement épuisée par rapport à ça. Donc, première option, on ne change rien. Deuxième option, bah, c'est l'ordre. Et j'ai expliqué les limites de l'ordre. Troisième option, c'est l'API, puisque c'est un vecteur qui existe aujourd'hui dans le droit français. Une loi de 2017 en définit les contours. Et je ne vois pas d'autre solution, en fait. C'est-à-dire que c'est soit on fait rien, soit on va vers un ordre, mais ça va être un mur, et ça répond pas à la question. Soit on va vers une API qui est le seul vecteur possible aujourd'hui dans le système français. Quid des futurs agréments d'école? Alors, les agréments actuels arrivent à échéance en 2026 et donc, en principe, doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément avant fin octobre 2025, qui doit être analysé par la commission d'agrément en février-mars 2026 pour une délivrance de l'agrément au printemps. Euh, Voilà. Donc, en fonction de la réponse qui sera apportée ou pas à ce projet d'API, bah, est-ce que les agréments pourraient être prolongés de quelques temps, comme ça a été le cas pendant la Covid? Ou est-ce qu'on mènera les deux chantiers de front, c'est-à-dire la création de l'API et puis en même temps l'agrément des écoles? Là, la réponse c'est chez Monsieur Neuder, le nouveau ministre. Parce que ça change tellement souvent qu'on finit par plus savoir qui est ministre. Et là, on est maintenant plus sur la question des formations continues, et Alors, notamment, juste oui. un commentaire. Il est 21h12. On avait prévu qu'on ferait une heure. Bon, c'est pas grave si on déborde, hein. Moi, je propose qu'on mette un terme à 21h30 à cet échange. De toute façon, on puisse tous aller ensuite dîner, récupérer, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire pour une bonne santé. Donc, j'ai plusieurs questions ouais, sur la formation continue. Je vais toutes les regrouper. Alors, pour faire suite à la question de Frédéric sur les cotisations tout à l'heure, quelle serait la cotisation pour des écoles et les organismes de formation continue? Et bon, déjà celle-là. Alors, j'ai pas les montants en tête, je suis désolé, j'ai pas tout sous les yeux là. Mais on a été dans la proposition qui est faite, et encore une fois, tout ça peut bouger dans tous les sens. Mais on a été attentif à ne pas avoir une redevance trop élevée pour les organismes de formation continue, de manière à protéger les petites structures. Par rapport, alors, concernant l'API, quels impacts concrets, directs et indirects aurait-elle sur cette jungle qui est la formation continue? La quantité des offres dépasse de loin leur qualité. Donc, régulation à ce sujet. Ben, c'est tout l'enjeu en fait. Et pour les plus anciens, je rappelle que c'est un projet que le SF2 avait porté il y a une quinzaine d'années, d'un système d'accréditation des programmes de formation continue et d'agrément des établissements. Ça n'a pas marché parce que les établissements de formation continue avaient été assez peu nombreux à jouer le jeu. Mais tout l'enjeu, effectivement, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est de définir un cahier des charges de la formation continue en termes de qualité de la formation, en termes de qualité des formateurs, et de définir un dispositif d'agrément d'établissement de formation continue de manière à ce qu'on ait quelque chose de carré. Dans les professions de santé, il existe un organisme qui s'appelle l'ANDPC, Agence nationale pour le développement professionnel continu, qui joue ce rôle. Et donc, on pourrait très bien s'inspirer de ce qui est fait dans ce domaine-là.
Ensuite, il y a une question concernant l'adhésion. Alors, je pense qu'il y a une non-malcompréhension d'une chose. Ai-je bien compris qu'il y aura des hauts fonctionnaires et des membres, du coup, des syndicats comme siégeant au collège? Donc, il faudrait être forcément syndiqué pour être nommé. Je crains que le coût d'adhésion au syndicat soit un frein en plus du coût de 200 € à la paye. Envisagez-vous une cotisation syndicale à moins de 100 €? Alors, première question, est-ce qu'il faudra absolument être syndiqué pour être proposé par un syndicat? Je ne le crois pas. Deuxième question, une cotisation à 100 euros, bah, si on veut se tirer une rafale dans le pied et puis fermer la boutique, on le fait. C'est-à-dire qu'à 100 euros de cotisation, on n'a pas les moyens de défendre la profession. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas une réponse très sympa, hein, très satisfaisante, mais il y a des principes de réalité. Vous savez combien payent les chiro? De mémoire, ils sont à 8 ou 900 euros de cotisation à leur organisation. Et j'en profite pour préciser que probablement que si ce projet était validé par les pouvoirs publics et si on s'engageait sur un processus de concertation, vraisemblablement les chiro seraient aussi dans l'API. Ce qui serait assez logique et ça répond aussi à une des questions sur la taille de la profession, etc., versus l'intérêt de l'API. Alors, une question plus ou moins en effet. Risque de déréglementation, baisse de représentativité, pas d'évolution de la formation depuis 23 ans. La profession est-elle à un tournant en France? Et c'est un phénomène assez international. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui échappent à cette désaffection des professionnels à l'égard des syndicats ou associations professionnelles. Donc c'est vraiment un phénomène très 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 global, hein, qui est un phénomène sociétal. Euh, donc oui, peut-être, parce qu'en effet, si dans 3 ans ou 4 ans, par exemple, on n'a plus les moyens et on n'a plus les effectifs pour être reconnu par les pouvoirs publics, ben, je ne sais pas qui défendra la profession. Donc oui, ça peut être un tournant. Après, la profession a aussi, et les ostéopathes ont aussi la possibilité de se ressaisir et de dire, ben, on y va, quoi. Alors, sans vouloir faire de prosélytisme syndical, en général, adhérer à un syndicat doit être vu plutôt comme un investissement qui permet d'avoir des retours sur investissement. Et au final, les avantages qu'on tire, y compris économiquement, avec des contrats d'assurance, de prévoyance, etc., rembourse ou compense l'adhésion syndicale. Donc, il ne faut pas le voir comme étant une perte sèche, il ne faut pas le voir comme étant une dépense brute, mais c'est aussi une dépense qui permet d'obtenir différents avantages. Au-delà du fait de contribuer à l'intérêt collectif en serrant les coudes avec les collègues, c'est aussi une façon d'être protégé, d'être conseillé en cas de difficulté. Enfin, voilà, au CFDO, on a une déléguée général qui est juriste, qui répond tous les jours au téléphone à des ostéopathes qui ont des questions, des difficultés, des conflits, etc. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement comme une dépense, il faut le voir aussi comme quelque chose qui rapporte en tant que professionnel libéral, indépendant et seul. Donc, oui, tournant peut-être, on verra dans 3, 4, 5 ans. Pour l'instant, tout va bien. Alors, concernant un petit peu plus tout ce qui est recherche, comment, dans le cadre d'une API, gérer le décalage entre qualité de la recherche et reconnaissance formation postgraduée? Ma crainte étant que certaines approches demandant de longues années d'apprentissage, approche tissulaire, approche biodynamique, soient mal évaluées si la recherche est majoritairement portée par des étudiants, donc avec très peu d'expérience palpatoire. C'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question ou un vrai commentaire. Je ne sais pas comment il faut le qualifier. Oui, la recherche fait face à cette difficulté que beaucoup de travaux reposent sur euh, l'évaluation de l'effet de traitement fait par des étudiants sur des patients. Et donc, il y a là évidemment un biais majeur. Et c'est tout l'intérêt de l'API de pouvoir avoir un budget qui permette de financer d'autres travaux en dehors des écoles. Et je voudrais pas ici qu'il soit compris que je suis mécontent de la recherche des écoles. Ouais, c'est super les écoles qui font de la recherche et continuer surtout parce que c'est surtout là que se passe la recherche aujourd'hui en France avec le biais qu'on vient d'indiquer, mais c'est infiniment mieux que rien. Mais il faudra trouver d'autres espaces de recherche et peut-être des partenariats universitaires. Il y a des écoles aujourd'hui en France, hein, qui ont des conventions universitaires avec des accès à des labos et c'est quelque chose qu'il faudra développer, très clairement. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, tu as été grandement remercié pour ta présentation et le travail également du syndicat pour tout ça. Voilà. Eh ben, alors, merci de me remercier.
mais c'est surtout une action collective. Voilà. Merci surtout d'avoir été là ce soir, en fin de journée, et puis je pense qu'on a tous notre journée un peu dans les pattes, donc c'est pas toujours les moments les plus faciles pour échanger, mais en tous les cas, c'est le moment qui se prête le mieux à ce qu'on puisse se rassembler tous. Donc merci beaucoup d'avoir été là ce soir, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, et si ça bouge et si ça se développe, on ne manquera pas de vous le dire.